Salut les petits gars, nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2025 et nous allons commencer avec cette histoire de célébration. Oui, il faut dire qu'on est des grands fans de Andrei Martyanov. C'est vraiment l'analyste le plus puissant et rigolo de toute la scène de guerre. Et la guerre, c'est vraiment le sujet du jour. Notamment celles qui sont passées et qui ne veulent pas se terminer malgré que ça fasse 80 ans. Ça continue. Alors on prend ça dans les dossiers d'articles et donc on va chercher là où ça a commencé à partir en banane. On va partir de là et on va partir de là, c'est-à-dire de tout en haut de la chaîne. Nous sommes le 15 avril 2025 et le Kremlin sera heureux de voir à Moscou tous ceux qui sont prêts à partager avec nous la fierté et la joie de ce jour, de ce grand jour d'histoire où la Russie a vaincu le nazisme. Sauf que, bon, hein, il y a des résurgences un peu partout dans le monde, en Argentine, en Ukraine, dans les pays qui ont été investis pour garder une trace. On va pas s'étendre là-dessus. Mais il faut toujours le combattre encore aujourd'hui et d'une manière ou d'une autre, comme on l'a expliqué dans d'autres articles nombreux et variés. Le nazisme a des formes très variées pour exister. Il faut vraiment tomber dans son fondement psychopathologique pour pouvoir le débusquer là où il n'a pas l'air d'être, y compris chez des personnes qui sont super souriantes et super heureuses. Et c'est pour ça que c'est très difficile de se défaire, pas seulement d'un uniforme, mais d'un état d'esprit, de domination et d'imposer aux autres sa façon de voir les choses. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc on n'est pas sorti de l'affaire. Le truc, c'est que quand il a annoncé que tout le monde serait bienvenu pour faire les célébrations du 9 mai en Russie, il s'est passé une chaîne d'événements absolument incroyable. On va essayer de la relater rapidement. Célébration du 9 mai, les Européens ont donné des instructions très claires aux pays des Balkans, candidats à l'UE, pour dire en gros, si vous voulez être candidat à l'UE, vous ne devez pas aller célébrer la victoire contre le nazisme en Russie, parce que nous, on n'aime pas les Russes. Ah, d'accord. De cette première chose, alors je ne sais pas dans quel ordre on va pouvoir prendre, c'est toute une arborescence, mais on va essayer de voir les grands titres. Donc participer au défilé du 9 mai célébrant la victoire sur le nazisme n'est pas conforme aux valeurs européennes, ainsi donc. Et malgré la menace de Calas, alors c'est pas Calas, c'est quelqu'un qui est en Europe, Fico, c'est quelqu'un qui est dans un autre pays qui s'appelle la Serbie, la Slovaquie peut-être, un des deux, euh, réaffirme qu'il se rendra aux célébrations du 9 mai à Moscou. Ce à quoi on lui dit non, t'as pas le droit. Alors, les gens se posent la question, va-t-il y aller? Ok. Qu'est-ce qui se passe chez les Européens pour qu'ils puissent bannir la commémoration de la défaite du nazisme? C'est une question qu'on se pose. Et c'est un article qui a été traduit en de nombreuses langues, mais en gros, une nouvelle dégénérescence a été atteinte. L'UE interdit d'hommage à ceux qui ont vaincu le nazisme. Et là, vraiment, on va se demander pourquoi, mais qu'est-ce qui leur prend? Eh bien, c'est quand même pas difficile de le savoir et on va pas non plus rentrer dans le détail, mais l'Ukraine est blindée de nazis, surtout les Waffen-SS, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est comme ça qu'ils ont. Faut juste recadrer l'histoire rapidement. Déclencher la guerre d'Ukraine en 2014 en réitérant une opération des Waffen-SS qui avait eu lieu en 1944, à l'issue de la guerre, lorsqu'on a décidé d'enfermer des intellectuels, des professeurs et des notables dans une bibliothèque et de brûler cette bibliothèque. Ils ont réitéré exactement la même opération. Et déjà, bien avant, dans le Donbass, les populations russophones étaient persécutés et condamnés à rester enfermés dans des caves. Et c'est exactement ce qui était annoncé publiquement, qui voulait être fait. C'était une politique ouverte. On veut que les russophones restent enfermés dans leurs caves. C'était ça,
qui se passait. Donc évidemment, c'est très menaçant. Une nouvelle étape honteuse a été le passage d'une résolution par le Parlement européen en 2019 qui a assimilé l'Union soviétique à l'Allemagne nazie en vue de la Première Guerre mondiale. La Russie a condamné ce révisionnisme politique. On a des problèmes, nous, avec les mots. On utilise le mot de négationnisme dans ces cas-là. Le révisionnisme est attitré aux personnes qui travaillent à débusquer dans l'histoire réelle les mensonges qui sont faits à propos de l'histoire. Le révisionnisme consiste à rétablir la vérité sur l'histoire, sur la vérité historique, sachant qu'à la base, on croit en des mensonges. Le négationnisme, c'est que on nie la vérité et donc on négativise la réalité. Mais c'est pas grave, le terme est souvent utilisé l'un à la place de l'autre et on évite le terme de négationnisme parce qu'il déclenche des réactions, alors on met révisionnisme. Mais bon, c'est à peu près pareil à chaque fois. Ça, il y avait ça. L'UE tente d'empêcher les candidats de célébrer la victoire contre le nazisme. Ok, Lucas Lairose. Interdit toute participation, et après il s'est passé encore des choses. L'UE démontre son intention de rétablir l'idéologie nazie. Ça, c'est quand même le comment on va dire, grand maître, Sergei Lavrov, qui l'affirme. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, accuse la bureaucratie bruxelloise d'être à l'origine de restauration de l'idéologie nazie. Alors ça, on est vraiment carrément dans le blam-blam. Ces déclarations interviennent après l'interdiction faite, et nanana, on sait. C'est une réaction vraiment de stupeur. Interdiction à l'ambassadeur de Russie à Berlin d'assister aux cérémonies de la victoire. Et Zakharova pointe une Allemagne russophobe. Zakharova qui est notre grande déesse de la guerre, que nous adulons. Certaines personnes qualifient d'écœurant et d'immoral l'avertissement de Bruxelles. Ça, c'est quand même intéressant. L'autonomie gagaouze, ok, célébrera la journée de la victoire et non la journée de l'Europe. C'est pour dire, c'est pas pour vous la fête. C'est dingue, parce que ça, en psychopathologie, les personnes, on va dire, qui sont dotées d'un grand sens psychotique, pour le dire simplement, croient toujours que c'est par rapport à eux qu'on fait les choses. Et si on fait les choses qui ne leur conviennent pas, ils se sentent, eux, attaqués. Et peut-être qu'ils voudraient qu'on les célèbre, eux. Si on faisait une fête pour dire « Vive l'Europe, c'est l'Europe libre, vous êtes magnifiques », là, ils seraient super contents. Mais par contre, qu'on aille faire ça aux autres, ça les énerve. Moldavie, l'autonomie gagaouze, ok. On a vu. Quand l'Europe efface l'histoire, vandalisme, révisionnisme contre la mémoire soviétique. Et à partir de là, il s'est passé un événement. Déjà, on a noté que l'effacement de l'histoire avait lieu de plus en plus souvent. Célébration de la victoire des drapeaux russes et soviétiques en passe d'être proscrits à nouveau à Berlin. Quand même, ils interdisent les drapeaux russes. Donc les dirigeants européens vont bouder le sommet de Kiev prévu au Sahara s'en fout. Bruxelles avertit Alexander Vučić, sa participation à 9 mai à Moscou pourrait compromettre l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. C'est allons bon. C'est lui là, avec les grosses lèvres. Tu vas voir qu'il a eu plein de problèmes après. Dans l'ordre, en partant du bas, Zakharova qualifie de banditisme les menaces de l'UE contre Vučić pour sa visite à Moscou. C'est vraiment du chantage, hein, littéralement. Mais Alexander Vučić confirme sa venue à Moscou, malgré les menaces. Le président Vučić hospitalisé d'urgence à son retour des États-Unis. Là, tu te dis, oh putain. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et j'ai vu sur Twitter, on a vu, enfin sur X, que l'autre président de Serbie, Vico, lui aussi avait eu un soudain malaise, était hospitalisé d'urgence.
Et là, on se dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça va faire? Mais Vukik se dit déterminé à honorer sa promesse de visiter Moscou, même s'il doit y aller à quatre pattes, en rampant ou en chaise roulante, il ira quand même. Von der Leyen n'a aucun droit de dire à Vukik et à Fico ce qu'ils doivent faire et où ils doivent aller. C'est quand même la moindre des choses dans la liberté. On n'intervient pas dans la volonté des gens. Et là, la Lituanie et la Lettonie interdisent à l'avion d'Alexander Vukik le survol de leur territoire. Ça devient hallucinant. C'est-à-dire que maintenant, on peut dire à quelqu'un qui est dans son avion, non, je n'aime pas ce que tu fais et je ne veux pas que tu y ailles. Donc, je t'interdis de passer par là. C'est-à-dire qu'on peut dire à tout le monde dans son avion, si on n'est pas d'accord avec le voyage qu'ils sont en train de faire, on va les en empêcher. Ça, quand même, on entre dans un domaine où, si c'était appliqué aux populations, ce serait une dictature phénoménalement hallucinatoire. Hallucinante, une dictature hallucinée. On ne toujours pas, on n'a toujours pas le droit d'interférer dans la volonté et la liberté des gens, surtout de se déplacer, de penser, d'agir, de vouloir. Il peut aussi dire qu'il va là-bas pour aller acheter des bonbons, et dans ce cas, ça passerait à l'aise, c'est ça, hein. Non, non, je vais juste acheter des bonbons, c'est pas pour aller voir. Oui, mais on te soupçonne d'y aller quand même. Là, si ça, le nazisme, hein, c'était ça. Les gars, ils arrivaient, ils faisaient des interrogatoires, ils mettaient la lumière dans les yeux et ils disaient, je te soupçonne de faire une collaboration contre nous, d'être un résistant, comme tu dis. Mais moi, je ne suis pas résistant, je vends des pots de confiture. Oui, mais tes pots de confiture, ils peuvent servir éventuellement contre nous. Oui, mais c'est pas de ma faute, mais j'y peux rien. Oui, mais t'es quand même un ennemi. Alors à vous, à qui tu les vends tes pots de confiture? Ah putain, mais qu'est-ce qui nous pète les couilles? Mais c'est ça le nazisme. Fico défie Bruxelles. Vive l'armée rouge. Ok, petite vidéo. Commémoration de la défaite nazie en Russie. À travers ces menaces et intimidations, l'UE outrepasse dangereusement ses limites. Mais plus que dangereusement, on a explosé les droits de l'homme, c'est torché avec, quoi. La liberté, le libre arbitre, c'est la chose qu'il faut le plus respecter au monde. Ne serait-ce qu'au niveau des personnes, mais encore plus au niveau des pays et au niveau des représentants. Si les gens veulent faire ça et que ça vous froisse, eh ben, il faut voir pourquoi ça vous froisse. Déjà, le problème, il est dans ta tête, pas dans les autres. Il faut remonter à la source du problème. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Alexander Vucic se dit indifférent à la réaction des autres États à sa visite de Moscou. Et là, il a une réaction parfaitement saine d'esprit. Pourquoi l'idéologie pro-occidentale est-elle incompatible avec la mémoire de la victoire? Ça, c'est une question à laquelle on peut répondre dans cet article. Mais c'est pas tout, il y a encore plein de choses. Notre victoire commune, donc des fois on fait un petit rappel. Appel du Conseil de la Fédération de Russie au Parlement étranger. Ici, on commence un sujet très sérieux. Il dit que c'est nous qui avons gagné la guerre, vous n'avez pas commencé à raconter le contraire. En gros, c'est ça. Hein. Et Deuxième Guerre mondiale, donc du coup, dans la foulée, puisque la Fédération de Russie a fait cet appel, le président Poutine comment on dit, emboîte le pas pour soutenir cette décision. Pardon, c'est ça, c'est son travail. Hein. Lui, il est quand même au service de la Fédération de Russie. C'est pas son opinion qui compte. Hein. Mais en l'occurrence, en tant que prof d'histoire attitré et expert absolument incontestable de la vérité historique, il peut ouvrir sa bouche, il a le droit. Et donc il appelle à lutter contre la falsification de l'histoire. Et c'est là qu'est intervenu l'événement hallucinant, c'est les affirmations de Trump sur la Seconde Guerre mondiale. Il est temps d'introduire la culture historique à la Maison-Blanche, estime un député russe. Pourquoi? Parce que cet imbécile de Trump, qui n'a peur de rien, et qui croit que les autres n'en savent pas plus que lui, donc il se sent parfaitement à l'aise dans ses chaussures et dans son slip, qui est bleu et rouge avec des drapeaux. Il y a un slip avec un drapeau américain. Il se sent parfaitement à l'aise dedans.
il veut prouter dedans comme il veut, c'était pas la peine de faire ce commentaire. Il explique que c'est grâce à l'Amérique toute puissante que les nazis ont été vaincus. Voilà, ça c'est des, des telles déclarations, c'est perçu positivement par les Américains. Oui, vive les USA, mais c'est parce qu'ils ont une culture spéciale. Il explique dans cet article que ils aiment bien un peu se mentir à eux-mêmes et se dorer le blason parce que c'est une bonne expression ça, dorer le blason. Parce que ça les rassure, que ça leur fait du bien et c'est dans leur culture de faire ça. Il faut pas trop faire attention, c'est typiquement américain, etc. Oui, mais excuse-moi, les pertes humaines tout comparables, nanana, etc. Là, on parle quand même de, selon les données des estimations, la Seconde Guerre mondiale a coûté la vie à 27,4 millions de Soviétiques, 8,4 millions d'Allemands embarqués là-dedans, la plupart du temps sans le vouloir, mais bon, entraînés par les événements. 567 000 Français, 451 000 Britanniques, 418 000 Américains. Quand même, il faut aussi les saluer. Eux aussi ils font partie de la mémoire. Et eux aussi, on leur rend hommage. On ne leur rend pas hommage proportionnellement aux 27. C'est-à-dire, ça ferait 1 sur 52, 54, voilà. 1 sur 54, c'est bien. Mais c'est quand même aussi un hommage qu'on rend aux Français qui se sont battus, aux Allemands qui se sont battus, parce qu'ils se sont battus pas toujours dans le camp des nazis, ils se sont battus contre eux. Bon, ils étaient quand même, c'était les nazis, hein, et c'est quand on est mort, on est égal face à la mort. Après, bon, on va pas importe dans le détail, mais bon, quand même, c'est une tragédie historique, monumentale, phénoménale, et il est temps de poser les armes et de réfléchir à tout ça posément et de rendre hommage à ce carnage, à toutes ces personnes qui sont mortes inutilement, terriblement. C'est ça une célébration. Il n'y a pas de tri entre les nationalités. Mais voilà, de là à venir dire que c'est grâce à moi que la guerre mondiale a été gagnée, excuse-moi, mais là il a provoqué un énorme problème. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a continué après. Il a continué à affirmer ça. On lui a expliqué. Affirmation de Trump sur la Seconde Guerre mondiale, une ineptie pathétique, lance Medvedev. Mais alors lui, c'est de la provocation pour lui, qu'il se souvienne de qui a pris Berlin, qui a brisé l'ennemi pendant plus de 4 ans, qui a libéré l'Europe ingrate. En qualifiant d'ineptie pathétique l'affirmation de Donald Trump selon laquelle les États-Unis auraient contribué plus que tout autre pays à la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, c'est même pas du français ça, mais bon. On hallucine. Trump confirme la Russie dans le rôle de l'ennemi. Et ça, alors ça, Karine Betchegolovko, pardon, c'est une très que nous aimons beaucoup, analyste. Article du jour, hein, quasiment, où elle explique la position relative de chacun des deux acteurs, Poutine et Trump, et leur point de vue en fait. Qui a fait le plus grand sacrifice dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Il n'y a pas de débat. Si tu veux, je le mets là, avec traduction française, puisqu'on ne l'a pas encore reçu. Ça va pas tarder, hein, mais bon, on peut quand même l'avoir là. Une question non discutable, mais une affaire ouverte et fermée. Ah, tiens donc. Parce que lui, c'est un très bon analyste, donc il faut souvent le suivre avec soin. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on n'a pas compris pourquoi certains veulent le 8 mai et d'autres le 9 mai. Bon. Et c'est là qu'on a des remarques du style de Andrei Martyanov, quand ça décape un peu les moustiques du pare-brise. Le président Trump est un Américain patriotique, mais il n'est plus un historien. Il n'est pas plus historien qu'il ne connaît l'économie universitaire, au moins à en juger par sa politique tarifaire dont l'effet boomerang aurait pu lui être expliqué par quiconque, même modestement familier avec des principes de la science lamentables.
Ça, c'est une traduction mauvaise, mais c'est pas grave. Il n'a rien d'intrinsèquement mauvais ou de mal à célébrer l'énorme contribution de l'Amérique à la victoire alliée, ou même, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, tant que cela est fait avec un sens de la proportion et dans le respect des sacrifices des autres. Roosevelt avait déclaré que l'Amérique rouge et le peuple russe ont certainement forcé les forces armées d'Adolphe à suivre la voie de la défaite finale et ont gagné l'admiration du peuple des États-Unis pour longtemps. Après, il fait des rappels historiques. 80% des victimes infligées ont été sur le front de l'Est. Ok. Ouais, et enfin, elle explique la raison pour laquelle ce texte a dû être écrit et d'attirer l'attention sur la tendance scandaleuse dans un discours amoral de l'Occident collectif sur la guerre mondiale qui a pris fin il y a 80 ans. Ce discours est diffusé avec un mépris éhonté pour les faits historiques largement corroborés et avec un mépris des normes morales qui, jusqu'à tout récemment, auraient été considérées comme inviolables. Il s'agit d'une campagne vicieuse, digne de couronne, pour réécrire, déformer avec malveillance l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, empruntant un concept clé à la méthodologie des réveils des malades, c'est sûrement une traduction bizarre, les ingénieurs du consensus du collectif, de l'Occident collectif, tentent d'annuler, de défaire, de fragmenter et de rassembler l'importance, diminuer l'importance du rôle unique et indispensable de la Russie dans la défaite de l'Allemagne nazie et des alliés de l'Axe, de dénigrer, c'est très important, l'ampleur inégalée de sa contribution à l'effort de guerre dont nous bénéficions encore et de se moquer des sacrifices généreux consentis par le peuple russe. Ils ne doivent pas être autorisés à réussir dans leur but méprisable. Voilà pourquoi c'est un bon auteur. Et la falsification de l'histoire, c'est vraiment un sujet absolument intrigant. Et donc on voit à quel point la Fédération de Russie a bien fait de prendre les devants en déclarant officiellement, entre autres après des rappels historiques, il explique que les sénateurs de la Fédération de Russie expriment leur préoccupation face à l'élargissement de l'organisation du traité Atlantique Nord, autant à l'adhésion des pays européens non alignés à la militarisation de l'Union européenne et à son soutien au régime néo-nazi en Ukraine. Et c'est en Europe que les deux guerres mondiales ont commencé. L'Europe porte donc une responsabilité particulière envers l'humanité pour prévenir un nouveau conflit global. Entre parenthèses, on s'arrête pour faire une parenthèse. Comment est-ce qu'en Allemagne, on fête le jour de la victoire? Normalement, on est censé avoir honte et dire « Oh là là, on va faire profil bas » et on va juste rendre hommage, faire un silence, une minute de silence, ou plus de ça que ça, un gros hommage ému pour les personnes qui sont mortes d'un camp et de l'autre dans cette folie. Et il faut afficher son regret, mais à aucun moment, par exemple, on a dit à l'Allemagne, on leur a reproché quoi que ce soit. Les fautes du passé ne sont pas les fautes des personnes présentes aujourd'hui. Donc, on ne va pas aller embêter les Allemands aujourd'hui en les pointant du doigt. À aucun moment, personne ne fait ça. Pourtant, l'Europe, elle, pointe du doigt la Russie d'aujourd'hui, et en plus, elle les accuse, elle les traite comme si c'était des nazis, ce qui est absolument incroyable. Attends, on va vite continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur ce chapitre gigantesque. C'est un énorme beans. Bon, bref, c'était de la faute de l'Europe que les guerres mondiales ont commencé et c'est quand même pas à eux d'ouvrir aujourd'hui. Voilà, c'est ça l'idée. La négation du rôle déterminant de l'URSS dans la victoire de la coalition anti-hitlérienne sur l'Allemagne et ses satellites, la glorification des criminels nazis et des collaborateurs, la profanation des monuments aux soldats soviétiques libérateurs sont immorales et des sacrilèges. Le Conseil des fédérations de Russie, l'Assemblée nationale, l'Assemblée fédérale, etc., appelle les parlements étrangers et les peuples du monde à s'opposer à toute tentative de falsification de l'histoire
de réhabilitation ou de glorification du nazisme, du fascisme, du militarisme, à condamner le soutien apporté au régime néo-nazi en Ukraine, à rejeter toute incitation à une nouvelle guerre mondiale et à exiger que soient poursuivis ceux qui insultent la mémoire des combattants contre le fascisme et les soldats libérateurs. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons défendre la vérité sur la Seconde Guerre mondiale, contrer la montée du néo-nazisme et empêcher la répétition des crimes sanglants contre l'humanité. On est bien d'accord quand même, hein? On parle de choses claires et simples. C'est pas dur à comprendre. Appel du Conseil de la Fédération de Russie au Parlement étranger. D'accord, ça continue. Vladimir Poutine annonce une trêve de 3 jours du 8 au 10 mai. Ça, c'était le début d'une autre série de problèmes. Menace à l'encontre des célébrations du 9 mai. Zelensky s'est surpassé, estime Zakharova. Pourquoi la Russie attend-elle toujours une réponse qui pourtant lui a déjà été donnée? C'est-à-dire pour dire non. Mais bon, on va s'inquiéter de ce chapitre-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ça commence encore un nouveau nœud de problème, un nouveau nœud du réseau en fait. Lui, voilà, qu'est-ce qu'il s'est dit? On va leur foutre la pression, on va leur foutre la trouille, on va les mettre en PLS, on va les menacer, on va leur envoyer des bombes pour le jour de la célébration. Puisqu'ils vont tous être là, on n'a qu'à envoyer une bombe à ce moment-là. Alors là, à ce moment-là, je ne donne pas tout de suite la réponse finale à cette angoisse, mais oh si, je te donne la réponse tout de suite finale à cette angoisse, ça va se terminer en une pluie de Oreshnik. Si jamais il y a le moindre petit doigt qui bouge pendant la cérémonie, s'il y a le moindre pétard qui explose, toute l'Ukraine est rasée de la carte. C'est clair qu'il n'y aura pas de pitié. Ça va être un déchaînement, un déferlement de folie. Et c'est ça hein, qui se pointe à l'horizon. Mais donc lui, Zelensky, arrive en disant bande de petits péteux, moi je vais vous niquer votre fête. Ok. Alors c'est tous des articles en anglais, en portugais, etc. Heureusement, on va en avoir quelques-uns en français quand même. Ici, l'Ukraine ignore l'appel à la trêve de la Russie et s'apprête à saboter le jour de la victoire. Il faut savoir que depuis la trêve, l'appel à la trêve, ils envoient des centaines et des centaines et des centaines de drones tous les jours pour faire exploser ceci, cela, etc. Ils sont à fond les bananes sur les drones. Ils sont vraiment... et donc tous ces drones sont arrêtés un par un, hein, c'est sûr, mais ils mettent une pression maximale, ce qui s'appelle comme ça. L'Ukraine ignore l'appel à la trêve et s'apprête à saboter le jour de la victoire. Et là tu dis, oh mais c'est pas possible. Merci Lucas Ayros de faire tous ces articles dans toutes ces langues et d'avoir à chaque fois une explication très simple et très claire à donner. Dans sa rhétorique démocratique et ses appels constants au soutien occidental, le régime de Kiev continue de montrer sa vraie nature belliqueuse, provocatrice et de plus en plus engagée dans des pratiques terroristes. On les qualifie de terroristes, on ne qualifie pas que c'est une guerre, ce n'est pas une guerre. En tout cas, en Russie, ça n'a pas été déclenché comme une guerre, c'est une opération militaire spéciale, hein, ça reste comme ça. Et dans ce cadre, les attaques sont terroristes. C'est normal, et c'est ce que c'est d'ailleurs. La dernière démonstration en date en est le projet de l'Ukraine de saboter les célébrations du jour de la victoire prévu le 9 mai, c'est-à-dire demain, nous sommes aujourd'hui le 8, date qui symbolise le triomphe de l'Union soviétique sur le nazisme et revêt donc une importance historique et civilisationnelle profonde pour la Russie et le monde entier. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des dirigeants qui ont décidé des choses, ce sont les peuples eux-mêmes qui se sont levés et scandalisés et mis en marche contre cette abomination qu'était le nazisme. Ce sont les peuples, les gens, les personnes, les êtres humains, les vivants, les citoyens, c'est la population qui a agi d'un bloc et comme un seul homme. Et c'est pour ça que c'est magnifique. On n'a pas ça, nous, en Europe. Hein. Si Macron il a un problème, on le laisse hein, dans le trou. Hein. On se fout de sa gueule. Hein. Mais bon, c'est une parenthèse. Malgré les tensions internationales actuelles, les dirigeants de plus de 20 pays ont confirmé leur présence à cet événement.
Parmi eux figurent des personnalités de premier plan, nanana, nanana, nanana. Alors, Brésil, Burkina Faso, évidemment, ça va être super génial. Nicolas Maduro, qui vient juste de signer un traité avec la Russie, alors, ça a passé un cap super intéressant. Le Vietnam, Cuba, la Serbie, et Xi Jinping, évidemment, c'était obligatoire. En total, de tête, on a 29 présidents et chefs d'État qui viennent à la cérémonie. C'est normal, c'est légitime. Et c'est bien mérité. Et surtout, c'est 80 ans, c'est un chiffre rond, c'est symbolique, c'est énorme. Tandis que Zelensky, de ce côté, a conseillé les dirigeants mondiaux de ne pas assister à un conseil, hein, tentant clairement de semer le doute et à décourager les participants. Il a laissé entendre que les événements pourraient être la cible d'attaques, faisant écho de remarques antérieures dans lesquelles il affirmait qu'ils craignent que leur défilé soit menacé, et ils ont raison. Au début, ils ne le craignent pas, mais une fois qu'il a fini sa phrase, en effet, ça devient vrai. C'est ça, hein, on est dans c'est comme ça que ça marche. Laissant ainsi entendre qu'ils seraient au courant ou complices d'éventuelles opérations de sabotage. Bref, pour leur ficher la trouille. Ces menaces ne sont ni vagues ni spéculatives. Des personnalités influentes des cercles nationalistes ukrainiens, tels que blablabla, leaders du parti radical, ont utilisé des réseaux sociaux pour appeler leurs partisans à préparer des attentats terroristes sur le sol russe. Évidemment, et ceci, il faut le mettre en parallèle avec. C'est là que ça devient super intéressant. On a l'Ukraine qui menace, on a l'Europe qui menace, et on a les États-Unis qui sont dans le déni et qui mentent sur la réalité historique. C'est-à-dire qu'ils ont une autre manière de menacer. C'est quand même extrêmement menaçant d'entendre l'histoire. On est quand même cerné de partout, hein. Sur un terrain de guerre, on a littéralement, pour reprendre Andrei Martynov, qui est spécialiste des guerres et des stratégies de guerre, on a littéralement le terrain qui est entouré de canons, de missiles et de réservistes qui sont sur le coin en train de se préparer à avancer. On est cerné. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et comme il explique, donc, en s'alignant sur un gouvernement qui menace de saboter une commémoration historique, en s'appuyant sur une commémoration historique et mondialement respectée de la défaite du nazisme, les pays occidentaux, consciemment ou non, se rangent dans le camp de l'irresponsabilité, du révisionnisme historique et du désordre. Ce qui soulève une question grave. Où se trouve la ligne rouge des alliés de l'OTAN face aux dérives de plus en plus extrêmes du régime de Kiev? Qu'est-ce qui délimite? C'est qui est pour et qui est contre? Est-ce que vous êtes tous des nazis? Est-ce que vous faites semblant de l'être? Est-ce que vous ne faites pas exprès de l'être? Ah! Alors que le monde se prépare à rendre hommage aux combattants qui ont donné leur vie dans la lutte contre le fascisme, Kiev s'apprête à attaquer ceux qui autrefois ont vaincu les tristement célèbres héros ukrainiens, justement, et même l'Occident et les institutions ont beau absoudre la junte du Maïdan, l'histoire les jugera autrement. L'Occident et les institutions ont beau absoudre la junte du Maïdan, dont je parlais au début, l'histoire les jugera. Une vidéo d'entraînement des forces spéciales pour repousser une attaque contre le défilé de la victoire a été publiée, et histoire de montrer un peu ce qui peut se passer. Le réseau mobile pendant les célébrations à Moscou est limité pour des raisons de voisinage dangereux, donc ils ont déjà prévu des choses. On revient dans le fil général. Pourquoi la Russie attend-elle toujours une réponse? Ça, on l'a vu, donc on est dans ce fil-là. Et nous, on reste toujours dans le fil initial, qui était celui-là, le tout premier, tout en haut de l'échelle. Le Kremlin sera heureux de voir à Moscou ceux qui sont prêts à partager avec nous la fierté et la joie de ce jour. On a donc des appels au besoin de se rappeler de l'histoire. Raphaël Machado, très bon analyste. 29 chefs d'État attendus au défilé de 9 mai à Moscou.
Pourquoi je vais à Moscou pour le défilé de la victoire du 9 mai? Thomas Fassi. Donc c'est un très bon analyste et donc on a hâte d'avoir euh, son point de vue. Et là, le dernier article du jour, éminent article, éminent auteur. Pourquoi la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale nous concerne-t-elle encore? Et pourquoi? Deux fois pourquoi? L'Union soviétique a enduré des pertes colossales, a joué un rôle majeur sur le front de l'Est avec des batailles clés comme Stalingrad et Kursk, justement, qui vient d'être repris avec succès afin de briser l'élan nazi. On avait on a en tête, on ne l'a pas ici, mais une animation des mouvements de troupes sur Kursk. On pouvait voir la stratégie russe à l'œuvre d'encerclement des nazis et de dissipation des nazis. Et c'était une stratégie extraordinairement puissante qui s'est montrée un peu hésitante volontairement, et, de façon à guider tranquillement les personnes dans des pièges et à les dissiper littéralement. Une victoire phénoménale. Et donc cet effacement progressif de son rôle dans les récits historiques renforce une narration centrée sur le débarquement de Normandie, qui dans la réalité n'est que de moindre importance. De même, surtout que, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais surtout les petites Normandes qui qui les ont vus passer avant tout. De même, les soldats africains enrôlés par les empires coloniaux pour défendre les puissances qui leur refusaient leurs droits fondamentaux restent largement occultés. Ils étaient prêts à venir se défendre, ils étaient volontaires. Et par contre, merci, non. Hein. Les tirailleurs sénégalais et les troupes nord-africaines essentielles dans ces campagnes militaires ont été confrontés à une discrimination après la guerre. Ce silence historique reflète une hiérarchie mémorielle marquée. Enfin, ces omissions s'inscrivent dans des logiques politiques contemporaines. Ensuite, il y a eu la guerre froide. Cette contribution substantielle est tristement sous-représentée. Les omissions historiques ne constituent pas seulement une injustice, mais aussi une perte d'opportunité d'appréhender pleinement les leçons de la Grande Guerre patriotique, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Il faut bien se rappeler de ça, hein. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Dans cette perspective, une juste reconnaissance des efforts de l'armée rouge contribuerait à réparer une mémoire historique éclatée d'une part et de l'autre à promouvoir une perspective plus équilibrée. Il y a encore plein de choses à dire sur l'histoire, le comment, le pourquoi, etc. La façon de traiter encore aujourd'hui. Est-ce que nous sommes nous-mêmes encore bernés par quelques illusions? Ça reste. Il y a plein de choses qui restent dans l'ombre, mais on a quand même dans les grandes lignes la question du nombre de morts, de la volonté populaire et du fait qu'on soit passé juste à côté, très proche d'une victoire du nazisme. C'est pas passé loin et c'est vraiment grâce au sacrifice phénoménal de la Russie que ça n'a pas eu lieu. À la base, on avait un Hitler qui en voulait aux personnes qui ne sont pas blondes aux yeux bleus. C'était la race qui devait survivre et pas les autres. Pourtant, les Russes sont blonds aux yeux bleus. Hein. Donc, il y a des hommes d'ombre dans l'histoire, et puis il s'est attaqué aux Juifs parce qu'ils étaient blonds aux yeux bleus. Alors, du coup, je ne comprends pas. Mais il y a deux sortes de Juifs. Il y a les séfarades et les ashkénazes. Ashkénazes qui sont blonds aux yeux bleus et les autres qui sont bruns aux yeux noirs. Et ça, c'est encore une partie de l'histoire qui n'a pas été vraiment élucidée. Il y a beaucoup de choses encore qui sont à comprendre. Mais bon, ce qui est important, vraiment, pour nous, très simplement, c'est qu'il s'agit de rendre hommage à des êtres humains qui se sont sacrifiés et qui ont été sacrifiés par des guerres menées par des politiciens, menées pour des raisons qui sont certainement totalement stupides, et que cette démence qui s'est propagée très profondément dans l'esprit des gens a réussi à prendre fin. Comme toutes les démences, ça finit par prendre fin. Et comme prendra fin également la démence actuelle d'Israël, il n'y a absolument aucun doute là-dessus.
En tout cas, vraiment, euh, si jamais c'est pas le cas, on sait que ça peut passer pas loin des fois. Si jamais c'est pas le cas, on est foutu après. Donc, voilà l'idée. Commémoration du 80e anniversaire de la fin du conflit doivent également honorer ceux dont l'histoire a délibérément été effacée par la machination du monde occidental en s'engageant dans un devoir de mémoire plus juste et inclusif, il nous met toujours ce mot, éclairons les générations futures sur le passé et questionnons la construction de récits historiques. Cette commémoration est une occasion de rectifier les oublis et de reconnaître pleinement le rôle de ces hommes dans un des événements majeurs du XXe siècle. Pourquoi il est bien cet auteur? Parce qu'il essaye de tourner les choses de manière positive, ça c'est cool. Une mémoire sélective, Cette mémoire sélective, façonnée par la guerre froide et les héritages coloniaux, souligne l'importance de reconstruire un récit inclusif, encore, pour honorer tous les acteurs du conflit et comprendre les dynamiques qui influencent la transmission de l'histoire. Bref, il faut rester proche de l'histoire, parce que sinon, elle a vite fait de nous être dérobée. Et à ce titre, on peut se poser la question, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, quelles sont les autres choses de l'histoire qui nous ont été dérobées, vu la tendance pathologique qu'ont les gens à tordre la réalité à leur avantage? À l'époque où il n'y avait pas Internet, combien de choses sont parties comme ça? Aujourd'hui, ça ne peut plus avoir lieu, parce que nous sommes là pour veiller. Merci d'avoir écouté si vous êtes arrivé jusque-là. Et nous vous souhaitons ce que toutes les personnes qui sont mortes pour la liberté vous souhaitent aussi, d'avoir des bons moments de vie et de bien en profiter. Merci.